Cosa Vostra. Donc en fait, le recrutement, on te le répète et c'est vrai, c'est clé dans la croissance d'une boîte. Alors c'est clé, pour plein de raisons. Déjà au début, c'est encore plus clé parce que les premiers collaborateurs vont vraiment définir le socle de ta culture. Donc c'est encore plus important qu'après. Recruter les meilleurs profils aux meilleurs postes, c'est finalement eux qui vont te faire passer toutes les next steps. Et une erreur de recrutement, donc soit quelqu'un qui va pas bien fitter avec la culture, soit quelqu'un qui est finalement pas bon au poste où tu l'as mis, te fait perdre énormément de temps et d'argent aussi dans beaucoup de cas. Donc voilà, il faut passer énormément de temps sur le recrutement et savoir comment bien recruter. Donc au début, on faisait ni l'un ni l'autre, on passait pas beaucoup de temps sur le recrutement, on faisait très peu d'entretiens, un sourcing très faible, on définissait très mal les besoins du recrutement. Et on savait pas du tout, on savait pas recruter, on s'était pas tellement renseigné sur comment recruter. Donc aujourd'hui on fait un peu mieux tout ça, en tout cas je l'espère. Enfin on le voit, la plupart des recrues on se trompe très peu maintenant. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Panier avec François Pussarbé, le cofondateur avec Thomas Chabrier de Jaffi. Salut François, ça va ? Salut Laurent, ravi d'être sur le Panier que je connais tant d'épisodes écoutés, donc ça fait plaisir. Eh ben écoute, je suis très heureux de te recevoir, surtout qu'on va aborder un sujet, un thème, une verticale que j'ai encore jamais abordé, l'alimentation pour les animaux, les chiens, pour commencer. C'est ça. Et on ira peut-être plus loin ensuite. C'est quoi Jaffi ? Alors Jaffi, donc comme tu l'as dit, on fait de l'alimentation pour chiens, plus précisément des croquettes pour chiens. Et donc la proposition de valeur, c'est que on fait des croquettes personnalisées pour les chiens, 100% naturelles et saines. Donc on est sur un canal premium et on se vend exclusivement sur notre site et par abonnement. Donc vous allez sur jaffi.fr, vous rentrez les critères de votre chien, c'est un chihuahua, il pèse 2 kilos, il a une petite allergie, il s'est fait castrer. Et à partir de là, on va vous aiguiller sur la recette idéale pour lui et en quantité parfaite. Et donc, ça nous permet de vous livrer tous les mois, sans que vous ayez à penser, son sac idéal. Donc voilà, c'est la proposition de base. Et après, on pourra revenir sur l'évolution qu'on prévoit. Des croquettes personnalisées pour mon chien, pour l'instant. Naturel. Alors j'ai vu sans céréales et sans gluten. Sans gluten, je peux le comprendre. Pourquoi sans céréales ? Les chiens, ils ont pas besoin de céréales ? Beaucoup de marques mettent des céréales, mais en fait, c'est mauvais pour leur santé. Pourquoi ? Il y a des études scientifiques qui vont te montrer que souvent ils développent un cancer vers 6-7 ans ou des pathologies à cause des céréales. Et donc ça fait pas mal d'années que ça a été isolé ça a été montré du doigt par les vétérinaires, par les scientifiques. Et donc aujourd'hui c'est un gage de premiumisation de vendre du sans céréales. Ok, je ne voilà, savais pas. C'est effectivement, si c'est nouveau, pas mal de clients qui s'intéressent à l'alimentation pour chiens le savent et le savent de plus en plus. Mais c'est normal, si t'as pas de chien en plus, c'est normal que tu le saches pas. J'en ai eu dans le passé, je suis un grand fan de chiens, mais j'ai deux grands malheurs dans ma vie. Le premier, c'est que je vis à Paris et que c'est un peu, je trouve... j'ai eu des chiens quand j'étais plus jeune dans des maisons de campagne ou de maisons principales avec des immenses jardins. Ouais. Voilà, je me dis que faire vivre un chien à Paris, c'est pas forcément... Tu peux prendre un petit chien. Mais j'aime pas les petits chiens, j'aime les gros chiens. Ouais. Et le deuxième, c'est que ma compagne, de toute façon, tu vois, n'aime pas trop les animaux, voilà. Mais je pense qu'un jour, je vais revenir avec un joli chien tout mignon, genre un golden retriever à la maison, quand elle sera pas là, que j'offrirai à mes filles.
et je la laisserai, je sais que tu vas m'écouter, donc je te le dis, je te laisserai casser le cœur de nos filles en leur disant pas de chien à la maison. Je rigole évidemment. Mais j'aime beaucoup les chiens. Vous êtes lancé il y a 3 ans, en 2018. C'est ça. Alors que vous étiez sur les bancs de l'école. Voilà, avec Thomas, donc première vente il y a environ 3 ans. En fait, avec Thomas, donc on est amis d'enfance, on vient tous les deux de Perpignan, et on a toujours été, donc nos parents sont entrepreneurs, on a toujours eu une fibre entrepreneuriale. On lançait des petits business à l'école, au collège par exemple. Pareil comme. Alors déjà avec Thomas. Ouais. En fait, Okay. on se connaît depuis, donc ça doit faire depuis plus de 15 ans maintenant. Donc par exemple, on avait lancé le Jaffi des bracelets. Je sais pas si tu vois la mode à un moment donné des bracelets d'Invan. Ouais. Les bracelets, une ficelle de couleurs avec une rondelle au milieu. Et en fait, on avait fait ça un peu en mode DNVB où on verticalisait tout, on le faisait nous-mêmes, avec des matériaux peu chers, et la mode prenait facilement parce que, déjà, Dinvan l'avait. C'était déjà en école de commerce? Non, ça c'était avant, lycée, au collège, même au collège. Et c'était devenu assez gros. Il y avait tout le collège qui portait enfin c'était un peu des imitations finalement d'Invan, les parents d'enfants, les professeurs, les surveillants, même dans Perpignan, ça on commençait à le vendre pas mal. Et on avait dû arrêter, en fait, ça prenait trop d'ampleur. On était jeunes et voilà, mais c'était une de nos aventures parmi Pourquoi vous aviez arrêté? C'était. Il y a un moment. Pardon. Non, mais on avait 13-14 ans. Et on faisait lancer à des milliers d'euros de CA. Et non, en fait, je sais pas, c'était illégal de détourner tes études. Okay. Et, voilà. Enfin, tu peux pas vendre des choses à l'école. Je crois que c'est interdit. Ok, voilà. C'est drôle. Vous vous connaissez depuis toujours, vous vous lancez du coup en 2018, on reviendra sur la genèse, mais c'est encore sur les bancs d'école. Alors toi, tu étais à HEC et Thomas à Audencia, c'est ça? Voilà, c'est ça. En fait, on a fait jusqu'à la prépa ensemble, prépa à Paris. C'est là où on est monté à Paris. Et ensuite, école de commerce différentes. Mais on a fait une colloque dès notre année de césure. Donc on faisait chacun un stage de notre côté. Et dès cette année de césure, on commençait à réfléchir au business qu'on pouvait monter ensemble. Et donc c'est là où, vraiment, on a tout étudié. On n'avait pas d'appétence particulière. Et c'était le début un peu des marques digitales et verticales qui émergeaient surtout aux États-Unis. T'avais du style Casper pour les matelas, Dollar Shave Club pour les rasoirs. Donc c'était il y a 5-6 ans. Et en France, ça commençait à arriver avec des Cézanne sur les vêtements. Enfin voilà, il y avait cette mode des e-commerce 2.0 réinventés. Nous, on trouvait ça génial parce que on avait quand même une appétence e-commerce. Et en fait, en regardant un peu toutes les verticales, c'est là où on a vu que sur le pet food, dans le monde, t'avais quasiment aucune start-up qui avait réinventé cette verticale. La plupart des possesseurs de chiens maintenant sont des jeunes générations. Avant, c'était plus les plus de 60 ans. Là, c'est les jeunes générations. T'as un duopole mondial, c'est le groupe Mars et le groupe ouais, voilà, c'est ça, qui ont que vous connaissez, qu'on connaît depuis toujours. Voilà, je crois qu'on connaît Royal par cœur. Pour Mars, non, pour Nestlé, pardon. Ouais, Mars, Royal Canin, Nestlé Purina. Okay. T'as Pédigré, Whiskas, plein de marques. Toutes ces boîtes qu'on trouve depuis toujours. Voilà, ils ont 90% du marché. En fait, ça fait que depuis des décennies, c'est un peu la même proposition pour le client. Il y a pas eu d'innovation produit, d'innovation marketing. En termes d'expérience client, c'est pas terrible. Et donc vraiment, on a vu en faisant cette analyse de marché, on a vu cette opportunité, et en plus quasiment aucune concurrence. Alors en France, personne. En Europe, 1 ou 2 acteurs, et aux États-Unis pareil. Enfin, donc voilà, il y avait un boulevard, et c'est comme ça. Alors, mais du coup, le marché avant que tu arrives toi sur la personnalisation, c'est quoi? C'est je suis dans un supermarché et je choisis petit chien, moyen chien, grand chien, plutôt sportif, plutôt pas sportif. Enfin, j'ai peu de choix au final. Ouais, peu de personnalisation. La personnalisation, pour nous, c'est venu après. L'idée d'abord, c'est de vendre les meilleures croquettes possibles à un tarif abordable et avec une expérience client exceptionnelle. Ce qui est un peu la proposition de valeur de tous les DNVB dans leur verticale. Et la personnalisation, pour nous, ça faisait partie de vendre les meilleures croquettes possibles, parce qu'elles vont s'adapter à ton chien, donc elles vont le maintenir en meilleure santé, il sera plus fit, et en même temps, ça permet d'avoir un abonnement sur mesure où t'as pas de surstock. En plus.
Tu loques, Au niveau de l'abonnement. Oui, enfin non, mais même au niveau de la perception de la marque. Oui. Il y a les croquettes pour mon petit chien qui s'appelle Julie. Ouais, voilà, c'est une innovation produit. Ça fait plus premium. Ok. Et c'est plus intéressant pour le chien. C'est intéressant. Donc vous avez lancé une boîte sur une opportunité. On discutait il y a quelques jours, il y a quelques épisodes à ce même micro de l'importance d'incarner le business sur lequel on se lance. Je crois que c'était avec Anthony de Feed. On y revient dans une seconde. Pour terminer la présentation, donc né en 2018, ça fait 3 ans. Vous avez fait 500 000 euros la première année, 2 millions la deuxième, 6 millions la troisième, x4, x3... un peu plus que 6 sur l'année qui vient de clore, c'est ça ? Voilà, on fait ça, on a fait x4 et x3 et là, donc on en parlait, tout l'enjeu c'est d'arriver à scaler, de continuer à faire de très gros volumes sur un rythme de croissance similaire. On vise x2, x3 cette année et je pense là les marges sont de plus en plus dures, mais c'est ce que je pense aussi, c'est ma première boîte, donc mais on est assez confiant pour continuer sur cette trend. Ces beaux multiples, est-ce que vous êtes passé de 2 millions à 6 millions, donc 2 millions l'année dernière, 6 millions, il y a 2 ans et 6 millions sur l'année qui vient de clore, un fort impact Covid ou pas? Ouais, ça, comme beaucoup d'e-commerce, ça a accéléré l'acquisition client surtout. Il y a eu surtout le premier confinement. On voyait en gros moins 30% sur nos coûts d'acquisition, donc plus 30% sur l'acquisition client, le nombre de clients. Ouais. Et après, non, ça restait marginal quand même. Sur le dernier confinement, bon, au moins déjà on n'est pas impacté et on a eu des effets positifs sur l'acquisition client. Ça n'a pas changé l'année. Ok. Et déjà, on a la chance de pas être impacté négativement. Donc moins de concurrence au niveau de l'achat média, donc des coûts d'acquisition qui baissent, mais pas forcément d'impact direct. Les gens n'ont pas reporté. C'est une croissance qui était expectée. C'est pas, y a pas de report des marques traditionnelles sur Jafy, quoi. Non. La plupart des marques traditionnelles sont pas sur le digital. Alors c'est un vanity metrics, mais je me l'étais noté et je le dis, donc c'est je crois presque 5 ou plus de 5 millions de repas livrés depuis le début. Ouais. 12 000 abonnés et une quarantaine de collaborateurs, et je crois qu'on a fait le tour de la présentation. Non, j'ai pas dit un truc, c'est que vous avez levé à peu près 8 millions d'euros à date en 2 tours. Ouais, on a fait notre deuxième levée il y a quelques mois. En milieu, elle a été en tout cas annoncée en fin d'été, on l'a closé, on l'a annoncé en octobre. Au confinement, quoi. Ouais. Au deuxième confinement. Je fais un focus là parce que je me pose la question, mais comment est-ce que cette levée s'est passée? Si vous l'avez closée à l'été, c'est que vous l'avez commencé en février-mars, alors que le confinement commençait à peine. C'était pas facile comme levée en fait. Donc nous, on avait un super train de croissance, de bonnes métriques, et donc on n'est toujours pas rentable. Donc on marche avec des levées de fonds, des augmentations de capital. Et donc, on avait prévu de faire cette série A. On essayait d'avoir les meilleures métriques possibles pour la faire. Donc, on attendait le meilleur timing. On se faisait un peu conseiller. Donc, on nous avait dit en début 2020, là, c'est bon, c'est le bon moment. Janvier, février, vous pouvez y aller. Surtout qu'il y avait pas mal de fonds qui venaient nous voir, des fonds qu'on avait déjà vus sur la première levée, qui prenaient le pouls régulièrement. Et donc, on s'était dit, bon, banco. Donc, c'était... je crois que finalement, le temps de faire le deck, préparer le business plan, début mars, la première semaine de mars, on envoyait tous les mails à tous les intéressés de la levée de fonds en leur disant c'est bon les gars, on lève, on se donne 2-3 semaines pour faire notre roadshow, donc on peut voir tout le monde. Et donc on a commencé à avoir les premiers fonds sur la première quinzaine de mars. Le roadshow, pardon, pour les néophytes peut-être, c'est en fait, il faut essayer de concentrer toutes les rencontres avec des investisseurs sur un laps de temps relativement court afin de pouvoir, créer de la rareté, créer de la concurrence et en même temps avoir des discussions avec plusieurs acteurs au lieu d'étaler ça dans le temps et du coup devoir faire peut-être parfois patienter ou devoir soi-même patienter jusqu'aux prochaines rencontres. Donc c'est bien soi-même gagner du temps. Voilà, ce roadshow de le concentrer sur le max de temps, surtout qu'une levée de fonds c'est très chronophage. Donc autant comme vous l'avez fait, se dire bon allez, on y va et ratisser large.
ou pas large, mais en tout cas. Ouais, mais voilà, se donner un laps de temps court pour pas que ça traîne et que tu sois défocalisé de ton business. Et donc, de la première semaine, on voit, je crois, 3 fonds et c'est là où il y a effectivement le confinement qui est annoncé. Et donc, après, on a fait tout le roadshow sur Zoom. Et en fait, on s'est posé la question, est-ce qu'on le met en pause ou on le continue? Et en fait, comme on avait toujours une très bonne croissance et même accéléré par le confinement, ben on l'a continué. Et c'était assez spécial et marrant. On faisait plein de zooms avec tous les fonds voilà, pendant le confinement. Et du coup, ça a duré plus longtemps que prévu parce qu'en fait, c'est quand même beaucoup plus dur de convaincre les gens à distance en général pour tout et encore plus pour des décisions assez importantes comme donner des fonds à une boîte. Donc finalement, ça a duré, je dirais 1 mois et demi, 2 mois où on a fait un paquet de Zoom. Et on a fini par avoir plusieurs propositions quand même. Et donc on a closé avec le fonds Capagro, qui est le fonds numéro 1 spécialiste de l'agroalimentaire en France. Et donc pour nous, c'était hyper important. Affilié à une école ou une filière ou pas du tout? Capagro qui les finance en LPs, ils ont des... ils ont Limited Partners, LPs sont les personnes ou les institutions ou les sociétés qui donnent des fonds à donnent de l'argent à des fonds de capital risque qui réinvestissent. Voilà, ils ont des entreprises comme InVivo, des gros groupes de l'agroalimentaire, le groupe Intermarché aussi. Donc oui, ça reste un fonds d'investissement, mais les gens qui les financent sont des gens de l'agroalimentaire. Et les investisseurs du premier tour ont suivi? Ouais, il y a Aglaé Ventures, non, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais, Aglaé, donc ils nous accompagnent extrêmement bien depuis le début, de super conseils. Donc ils font pas mal de seeds, donc s'il y a des investisseurs qui veulent faire leur seed, je les conseille 100 fois. Et eux, ils ont remis au pot au deuxième tour. Tout ce qu'ils pouvaient mettre, c'est toujours un super signe aussi pour les nouveaux fonds. En pratique, ça veut dire que quand on fait un deuxième tour, si les investisseurs du premier tour remettent au pot, c'est quand même un signal fort de confiance et de réassurance pour les nouveaux investisseurs qui arrivent. Ça paraît évident. Il y a un autre insight qui est assez intéressant, tu l'as dit, mais tu l'as dit trop rapidement. On ne se rend pas compte que les investisseurs n'investissent pas. C'est Mark Suster, un entrepreneur et investisseur américain, qui avait dit « We don't invest in dots, we invest in lines ». En gros, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est pas au moment où tu as besoin de fonds qu'il faut aller rencontrer des gens. Il faut les rencontrer suffisamment tôt, bien avant de devoir lever des fonds, rien que pour te présenter, exister, donner ton plan, et puis donner des news régulièrement pour montrer que tu exécutes sur ton plan, ou plus ou moins sur ton plan. Et le jour où tu as besoin de lever, tu as déjà un historique avec cette personne. Et ça, tu l'as un peu dit avant, mais c'est hyper important. Et pareil pour une revente de société, c'est pas le jour où on veut revendre qu'il faut aller voir les personnes qui potentiellement pourraient nous racheter. Il faut se faire connaître avant, quoi. Ouais, c'est ça. Aglaé Ventures, c'est un fonds incroyable. On en a parlé aussi, je crois que c'était avec toujours Anthony de Feed, si je dis pas de bêtises. C'est le fonds c'est presque le family office du groupe Bernard Arnault. C'est ça, c'est le family office du groupe Arnaud. Il y a Spotify, il y a voilà, Stripe, ils sont investisseurs dans Spotify, Netflix, Airbnb, ouais. Donc voilà. Et pas mal de startups françaises. Et en fait beaucoup de startups. J'ai dit une bêtise, c'est avec Colisée, pardon. Maxime Maffini, Cielum, dont on en avait parlé, et c'est vrai que Aglaé est au fond. C'est assez nouveau, ils ont 3-4 ans d'existence. Un petit insight, toi, ton apprentissage sur cette levée de fonds? Il y en a pas mal d'insights. Ou les conseils. Voilà. Déjà, nous, les conseils qu'on nous avait donnés, c'était de tout concentrer dans un minimum de temps, en 3 semaines, c'est parfait au moins. Déjà, oui, ça met la pression à tous ceux qui voulaient investir. Tu leur dis c'est le moment, et en même temps, toi, tu gagnes beaucoup de temps. En fait, c'est un conseil qu'on n'avait pas eu sur notre première levée de fonds qui a duré 2-3 mois. À la fin, vraiment, on en avait marre. On voulait se concentrer à 200% sur le business. Et après, si on peut éviter les visios, si on peut rencontrer physiquement tous les investisseurs, on a bien compris que c'était beaucoup plus simple pour les convaincre. Et en fait, nous, à la fin, les propositions, quasiment toutes les propositions, c'était des gens qu'on avait rencontrés physiquement au début. Il y a de l'intuitif personnel. Ouais. Et comme tu peux avoir en recrutement aussi. Comme dans beaucoup de... Ouais, bien sûr. Donc voilà, là, un peu tout se fait en visio aujourd'hui, mais il y a des rencontres qui doivent se faire physiquement. Cool, merci.
Je reviens en arrière. Vous êtes sur les bancs de l'école, vous vous dites, vous êtes en césure ensemble. Vous dites, ce serait bien qu'on lance une nouvelle boîte et on commence à étudier le marché. Et tu nous disais, il y a toutes ces DNVB américaines qui commencent à exister. C'était il y a 5-6 ans. Et vous vous focussez sur le marché du chien où, à ce moment-là, il n'y a pas encore de vraiment d'acteurs en France. Ouais, même mondialement aux États-Unis, t'avais 1 ou 2 acteurs qui émergeaient. En France, 0. En Angleterre, t'en avais 1. Donc c'est tout. Voilà. Donc, grosse opportunité quand on analysait cette verticale. Ok. Ensuite, il faut créer un produit. Ça s'invente pas des croquettes pour chiens. À qui tu fais appel? Des labos, des chercheurs, des. Alors après, dans les démarches, nous les premières personnes qu'on est allé voir, c'est les vétérinaires. Parce que quand même, aujourd'hui même dans l'imaginaire public, c'est ceux qui s'y connaissent le mieux en chien et en alimentation pour chiens. D'abord, il y a quand même un travail de quel produit on va lancer, avec Thomas, quelle plateforme de marque, quelle proposition de valeur. C'est là où on regardait, déjà on va faire du premium, parce que on veut vendre les meilleures croquettes possibles pour nos chiens. On veut qu'en ligne, par abonnement, parce que ça sera plus simple pour le client. Personnalisation. Que vous ne faites pas au début, hein, c'est ça? Si, on l'a lancé dès le début. Dès le début, ok. Et pareil, c'est quelque chose qu'on a vu sur. Alors ça, en rayon, les grandes marques le font finalement un petit peu parce que elles vont te proposer 10, 15 références. Enfin, ça dépend, tu vois, dans des grandes surfaces. Qui avait déjà un peu cet éclatement du marché, un peu une personnalisation qui est plus ou moins bien faite. Donc on voulait la faire avec une expérience client incroyable. Alors la personnalisation, c'est effectivement ce formulaire que je dois remplir pour définir la meilleure recette pour mon chien sur le site, mais ça va aussi jusqu'au paquet. Alors je vous invite à aller voir le site japhy.fr. C'est ça. Japhy. Il y a un univers, on en parlera un peu plus tard, qui est très sympa en univers de marque, mais du coup le paquet que je reçois est personnalisé. Enfin, il y a en tout cas le nom de mon chien. Voilà, il y a la recette idéale pour lui, la quantité parfaite, c'est à 0,1 kg près, et le nom du chien qui a la petite touche sympa sur le sac. Quoi. Et donc tout ça, vous le définissez? On définit vraiment ce qu'on veut faire. Bon, après c'est au client après c'est au premier retour client de nous dire si c'était une bonne idée ou s'il faut adapter le produit. Et après le truc le principal qu'on fait qu'il faut faire à chaque fois que tu lances une boîte surtout dans un secteur que tu connais pas, c'est de rencontrer plein de monde qui s'y connaissent dans le secteur. Donc d'abord je t'ai dit des vétérinaires, après par connaissance interposée, on connaissait des gens qui travaillent dans le pet food, donc on les rencontre, des gens de Mars, tu rencontres, tu te renseignes, des gens qui avaient qui se livrent. Tu leur dis j'ai envie de me lancer dans le domaine, raconte-moi, ou tu leur dis juste je fais une étude de marché, ou tu leur dis rien? Ouais, c'est plus ceux qui n'étaient plus dans le dans le poste qui se livrent. Ouais. Effectivement, ceux en place, souvent même ils te répondent pas ou ils déclinent l'invitation, ce qui peut se comprendre. Bon, ensuite, quand t'es Mars et que t'as un jeune deep qui vient te voir en te disant j'aimerais lancer dans le domaine, tu peux y aller, quoi. Oui, c'est ça. C'est un marché à combien? En valeur en France, les chiens, c'est 2 milliards. 2 milliards d'euros de dépenses annuelles en bouffe pour chiens, en nourriture pour chiens, pardon. Ok. Rencontrer plein de monde, hyper important. Et du coup, chercher des labos? Ouais, alors labo, en fait, donc après, c'est contacter un paquet d'usines. Donc on fait du Made in France. Ça, pareil, c'est dans la proposition de valeur. Les produits comme l'assemblage? Ouais, tout. Ouais, le logisticien, tout en France. Et donc on contacte plein d'usines pour voir, enfin déjà pour voir comment ça fonctionne une usine de croquettes. Mais il y en a beaucoup? Non, il n'y a pas. Je pense qu'il y a une quinzaine, 15-20 max en France. Mais qui produisent pour d'autres, du coup? Donc il y a les deux types. Il y a des usines qui sont internalisées par des marques. C'est les cas les plus rares parce qu'il faut être énorme. Donc il y a par exemple Royal Canin à sa propre usine. Usine. Et après il y a des usines qui vont fabriquer pour des petites marques régionales, qui vont fabriquer en marque blanche et aussi pour leur propre marque. Donc voilà un peu les deux concepts. La règle des 80-20, elle n'est pas du tout respectée sur ce marché. Ça doit être 95-5, non? Il y a 2-3 marques qui trustent 95% du marché? Ouais, complètement. Et après, c'est complètement atomisé.
Ouais. Et du coup, Jaffy à 6 millions d'euros aujourd'hui, c'est un gros petit acteur, putain, belle liaison dangereuse, pardon. Un gros petit acteur, un acteur moyen, c'est quoi? On est encore tout petit. J'entends que par rapport à des Mars ou des Nestlé, vous êtes minuscule, mais par rapport au reste du marché et tous ces petits ou ces acteurs locaux. Ouais, on va être dans le top 10 des marques françaises quand même. Enfin, maintenant, mais il y a comme tu dis, les 3-4 qui vont truster tout le marché, et on a moins d'1% du marché. Donc une quinzaine d'usines en France. Ouais, c'est ça. Donc tu contactes toutes les usines, tu vois comment ça fonctionne. Celle qui peut remplir ton cahier des charges. On leur demande, Elle te demande un engagement. Non, au tout début, vraiment, au tout début, comment ça marche, on achetait c'était même pas des palettes, on leur demandait des échantillons, quoi. Ouais, voilà, ouais, on se faisait livrer dans nos apparts, quoi, où on avait un sous-sol, et c'était là le début de la logistique, donc c'était vraiment toute petite quantité. Et après, petit à petit, oui. Donc c'est comme ça que tu démarres. Ouais. Mais quand même personnalisé. C'est-à-dire que tu as suffisamment d'ingrédients pour faire tes croquettes sur mesure. Ouais, c'est ça. Au début, on avait un peu plus de 10 références. Ok. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, on en a 20-25. Là. Ok. Pour des chiens. Ouais, pour les chiens. C'est-à-dire que tu arrives à avoir 25 catégories ou personas de chiens. On a 2 parfums différents aujourd'hui, volaille ou poisson. Ok. Parce que il y a des préférences des chiens, il y en a qui ont des allergies, ou si le poisson c'est meilleur pour le pelage. Enfin, il y a plein de catégories différentes, et après on s'adapte on a des tailles de croquettes différentes, on a des croquettes pour chiens plus stérilisés, des croquettes pour la croissance. On va on va changer le menu automatiquement en fonction de la croissance de ton chien, et voilà un peu comment. Il y avait quand même un risque, c'est qu'avec 15 usines en France, en tout, ou 15 usines indépendantes qui pouvaient produire pour vous, qui pourraient. C'est à peu près pareil, je pense. Ok. Il y a très peu qui produisent juste. Il est pas impossible que tu reçoives 15 noms. Tu vois, 15 avis négatifs, 15 refus de travailler avec cette petite start-up qui veut se lancer. Non, je pense pas, honnêtement. Enfin, oui, il y a toujours un risque. Il y a plein d'autres risques comme ça quand tu te lances, mais non, nous, vraiment, on leur vendait un projet, en leur disant, on va aller sur la Lune, on va avoir une grosse croissance. Et d'ailleurs, ceux qui nous ont accompagnés depuis le début, ils sont ravis parce que. C'est toujours les mêmes? Ouais, on travaille avec 2 usines en fait maintenant, et il y en a une des 2, c'est depuis le début les mêmes. Donc, et pourquoi t'as rajouté l'autre? Pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pour faire baisser les prix, mise en concurrence. C'est assez classique, et aussi pour une gestion des risques. Si c'est l'unique avec laquelle on travaille. Je sais pas si elle brûle, si elle a un problème. Donc, c'est pour une gestion des risques. Et il y en a une maintenant qui s'avère être plus adaptée à certaines recettes. Donc, c'est aussi pour améliorer les recettes. Ok. Dernière question sur la genèse et l'avant-lancement, on va dire, c'est le positionnement prix. Tu peux m'expliquer le marché? Ouais. Alors, le marché, il y a 50% des possesseurs de chiens qui vont acheter les croquettes en grande surface. Donc, c'est une grosse part. Pardon, 50% des possesseurs de chiens qui vont acheter des croquettes en grande surface. Ouais. Ok. Alors, en grande surface, t'as pas les marques premium. Et c'est un peu en diminution cette part, parce que le marché se premiumise. De plus en plus, on fait attention à son chien un peu comme un enfant. Donc le marché se premiumise, mais il y a toujours quand même un possesseur sur 2 qui va en grande surface. Tu vas avoir du pédigré par exemple, qui est pas. Royal Canin ne se vend pas en grande surface, qui est quand même considéré comme premium. Et en termes de. Ça s'achète où? Chez un vétérinaire? Ouais, vétérinaire ou jardinerie, animalerie. Ah oui, bien sûr. Ok. Donc voilà, après donc nous on va être quasi 2 fois plus cher que ces marques en grande surface qui sont du moyen bas de gamme. Et ensuite par rapport au premium du marché, donc par exemple les croquettes que vous trouvez en animalerie, jardinerie, on va être 10-20% plus cher. Vraiment le but c'est d'essayer d'être au même prix que ces marques-là. Les marques premium qui se vendent voilà. En animalerie, spécialisé, quoi. Ouais, okay. Jardinerie. Quasiment au même prix, avec une proposition de valeur incomparable en termes de qualité de croquettes, en termes d'expérience client, parce qu'en fait, nous notre vision, au départ, on s'est dit on vend juste des croquettes, mais là aujourd'hui, par exemple, dans chaque colis, on va mettre une surprise pour ton chien,
T'as des spécialistes en nutrition canine que tu peux appeler tous les jours, toute la journée chez nous. Donc il y a employé chez vous, freelance. Employé, ça fait partie en fait du service client, okay. mais des spécialistes quoi. Ouais, voilà, ils ont des formations régulières et spécialistes en nutrition canine. Donc nous maintenant, ce qu'on propose, c'est au-delà de juste te livrer la meilleure alimentation possible, c'est également qu'il y ait un accompagnement de ton chien et que, s'il y a le moindre souci, tu nous appelles. Donc voilà, il y a cette expérience client et après la vision finale, la vision plus lointaine de Jaffy à 5-10 ans, c'est au-delà de livrer de l'alimentation, c'est vraiment faire tout produit et service possible pour ton chien et que t'adoptes un chiot, tu t'abonnes à Jaffy et t'as à la fois les croquettes livrées, tous les accessoires, gamelles, laisse, tous des services vétérinaires, des services de santé, qu'on accompagne vraiment ton chien tout au long de sa vie. Il existe le Doctolib des vétérinaires? Ouais, il y a déjà eu c'est intéressant parce qu'en plus tu as l'évolution de la vie de mon chien, tu sais quel âge il a et donc tu peux faire évoluer son alimentation. C'est ça, en fait ça part de l'alimentation vraiment. Ouais, okay. Et tu peux un peu faire grossir l'offre. Tu m'as dit 10 à 20% plus cher que le premium. Livraison comprise. Mais livraison comprise. Ouais. Or, c'est lourd des croquettes. Ouais, ça nous coûte à peu près 10 € l'envoi. Effectivement, si t'as pas la livraison, on peut arriver à. Donc hors livraison, on est ISO. Ouais. Ok, intéressant. 50% des possesseurs de chiens achètent des marques milieu de gamme en GMS, c'est ça, en grande surface. On peut aussi en acheter en animalerie ou jardinerie et chez des vétérinaires. C'est ça. Tu connais la part de marché des animaleries, jardineries? Ouais, c'est autour de 20%. Okay. Et vétérinaire, c'est quand même encore 14% en France. Ok. 20, 14. Ce prix, vous l'avez testé? Comment, pardon, jamais de questions fermées, toujours des questions ouvertes. Comment avez-vous testé ce prix? Alors là, pas. Je pense qu'on est encore, au début, non, on n'a pas du tout testé le prix. On s'est juste dit en perception client, qu'est-ce qui serait le mieux. Le mec me dit on est au début, il a déjà fait quoi en cumulé presque 10 millions d'euros de CA, mais on est encore au début. Ouais, non mais pour te dire qu'on se projette, tu vois. Non, tu fais pas de. Je sais pas si c'est courant de faire un test de prix. C'est quoi quand tu te lances, c'est sûr. Et même aujourd'hui, on a fait des A/B tests où t'essaies soit de baisser, d'augmenter le prix, de voir ce que ça change pour le client, s'il va plus ou moins churner ou pas. Alors c'est quand même agressif sur l'onboarding puisque tu as moins 50% sur la première commande. Je dis une bêtise? Ouais, non, c'est ça. Je retrouve plus la page. C'est ça, moins 50% sur la première commande. Première commande moitié prix. Ouais. Et du coup, c'est quoi les triggers, les leviers, qu'est-ce qui fait acheter une croquette ou une autre à un possesseur de chien? Le prix, la qualité, le design, la photo d'un joli chihuahua ou d'un joli golden. Alors, sur le... En général, je saurais pas te dire. En tout cas, pour nous, dans tous les sondages clients, il y a trois facteurs principaux qui vont faire qu'un client va venir chez Jaffy. Donc d'abord, c'est la qualité de croquettes, sain et naturel. Donc vraiment avoir les meilleures croquettes pour ton chien. Donc ça, c'est le numéro 1. Ça revient tout le temps. Voilà, je veux aller chez Jaffy parce que je veux le meilleur pour mon chien. Ensuite, il y a la personnalisation qui plaît beaucoup. Ça rejoint la qualité et en même temps un peu curieux. Je veux voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, en 3, il y a le Made in France quand même qui reste encore un gros facteur attrayant. Et c'est pareil, gage de qualité, c'est éco-responsable parce que du coup, c'est des circuits courts. Donc il y a ces 3 facteurs qui vont faire que... Donc mais principalement, tu peux dire la qualité. La qualité, ok, intéressant. J'imagine qu'en plus il doit y avoir des études sociologiques assez intéressantes sur le fait que la société, il y a de plus en plus de célibataires et peut-être qu'il y a tu vois, proportionnellement ouais, alors effectivement, alors c'est pas tant les célibataires, c'est plus donc déjà aujourd'hui les 18-35 ans, c'est la catégorie qui a le plus de chiens en France, plus que les plus de 60 ans. Ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, c'est ça. C'est plus de 30% des possesseurs de chiens, c'est la catégorie des millennials, donc les jeunes générations. Et on sait pourquoi? Alors, nous, je sais pas si c'est une explication, mais en tout cas, nous, ce qu'on voit en analyse sociologique, en fait, les gens c'est pas qu'ils sont de plus en plus célibataires, c'est qu'ils ont un enfant de plus en plus tard. Et donc, souvent,
le prélude à l'enfant, comment les jeunes couples se testent. Le crash test. Voilà, c'est ça. Le crash test, c'est le chiot. Et donc, il y en a de plus en plus qui, avant de faire un enfant, prennent un chiot. Et donc ça, c'est un vrai comportement sociétal qu'on voit, qui est assez dingue en France et en tous les pays occidentaux. Ok, c'est intéressant. Ouais. Donc souvent, enfin nous, la grosse cible, c'est les 25-30 ans qui ont pas encore d'enfants. Et donc c'est pour ça qu'on les appelle même en marketing les pet parents. Donc ils se disent parents de chiens, même pas possesseurs, c'est parents de chiens. C'est le chien et leur enfant, quoi. Mais où va le monde? Non, mais c'est bien. Donc grosse. On prend de plus en plus soin de son chien, quoi. Mais tant mieux. Gros cœur de cible, les 25-30 ans qu'on appelle les pet parents, terme marketing, ok, intéressant. Question que j'ai pas posée mais qui me turlupine là depuis 10 minutes. Il y a plus de possesseurs de chiens ou de chats en France? Alors la France est très chat. Ok. Normalement dans la plupart des pays il y a 2 à 3 fois plus de chiens, mais en France il y a 2 fois plus de chats que de chiens. Il y a 2 tiers, 1 tiers, combien de chats? Il y a 14 millions de chats et 7 millions, un peu plus de 7 millions de chiens. Ok. Et du coup, pourquoi avoir attaqué, puisque vous avez une approche assez analytique et pragmatique, pourquoi avoir attaqué le marché des chiens avant le marché félin? Très, très bonne question. On se l'est posé, hein, du coup, évidemment, la question, puisqu'en France, il y a énormément de chats. En fait, déjà, même s'il y a 2 fois plus de chats, les tailles de marché sont équivalentes, parce que le chat va manger 2 fois moins que le chien. C'est à peu près 2 milliards aussi, hein, alimentation plus accessoires. Et on trouvait que le concept Jafy était peut-être un peu plus adapté aux possesseurs de chiens, parce que tu as un aspect pratique de la livraison à domicile par abonnement. Et en fait, les sacs de croquettes pour chiens sont hyper lourds, comme un chien mange plus. Donc il y a plus de valeur ajoutée en te livrant directement à domicile pour ton chien que pour ton chat, où c'est une population aussi un peu plus urbaine qui va plus aller acheter le petit sac de croquettes en bas chez Monoprix. Voilà, c'était. Non, mais effectivement, après, peut-être aussi une autre question, qu'on s'est posé, c'est est-ce que tu lances pas chien et chat direct? Parce qu'en fait, toutes les marques font ça. Mais il y a beaucoup de possesseurs qui ont un chien et un chat. Il y a un tiers des possesseurs de chiens qui ont un chat. Et ce sont les mêmes personas? Ouais, globalement, ouais. C'est un peu plus urbain, les chats. Ok. Plus urbain. Mais non, après, donc toutes les marques font chien et chat. Toutes les marques de croquettes dans le monde font chien et chat. Et d'ailleurs, la plupart se lancent sur les deux en même temps. Mais nous, dans une approche DNVB, vouloir faire le meilleur produit possible sur ta verticale, on voulait faire vraiment... Si on se lançait juste sur si on voulait faire les chiens, c'était vraiment pour être l'expert de l'alimentation canine, pour avoir une. Il faut choisir ses batailles. Et ouais, voilà, et la preuve, ça a marché. C'est ça, tous les conseils qu'on peut donner, on a en ligne, un blog, etc. On est l'expert de l'alimentation canine, mais en fait, il y a une demande tellement énorme sur les chats qu'on va finir par lancer les chats. Attention, scoop. Vous l'aurez entendu ici. Excellent. On va passer au business et aux ops, mais on a bien fait le tour. Vous êtes à 25 rêves, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, alors que vous avez lancé avec 10 références il y a 3 ans. C'est ça. Il y a pas de grosse valeur ajoutée en fait à faire 100 références en termes. C'est une grosse question qu'on a demandé à des vétérinaires spécialisés. Est-ce que le chien aura une meilleure alimentation si c'est vraiment hyper spécialisé? Et la réponse a été non. Donc on aurait pu avoir 100, 200 références. Bon, déjà c'est plus complexe en logistique, mais il y a pas. En fait c'est inutile. C'est déjà énorme de faire 25. Peut-être on montera à max 50, mais il n'y a pas de valeur ajoutée nutritive pour le chien, donc c'était pas la peine. Quelle est la répartition de la demande sur ces 25 F? Est-ce que tu as 3 produits qui sont demandés 80% du temps ou Ouais, pas tant, mais oui, il y a des références qui... typiquement, chien castré, par exemple, ou chiot, énormément de chiots, surtout. Okay. Surtout chez nous. Cool. C'est quoi tes principaux enjeux aujourd'hui? Donc, on est à 3 ans, vous avez fait 500 000, 2 millions, 6 millions, vous avez 25 refs, 12 000 abonnés. Ton enjeu 2021, c'est quoi? Nous, donc c'est
là, le plus dur, c'est de continuer à aller très vite. Donc on pense que c'est un des enjeux majeurs pour tous les DNVB d'aller très très vite, parce qu'en fait il y a à peu près aucune barrière à l'entrée, contrairement à Pardon, j'ai fait de gros yeux à François, parce qu'aucune barrière à l'entrée, il faut quand même non, mais faut un produit, il faut aller chercher, il faut un peu d'études. Ouais, mais je sais pas, comparé à une boîte hyper tech qui va te faire 2 ans de recherche ou il y a moins de barrières que dans ce cas. Ouais, il y en a un petit peu, mais beaucoup moins que dans d'autres business, et du coup il y a le gros enjeu d'aller très vite. Nous c'était un gros focus depuis le début, c'est dans l'exécution, aller très très vite, et donc ne pas hésiter même à faire des levées de fonds qui te font finalement accélérer la croissance, parce qu'avec des levées de fonds, du coup en fait t'achètes du temps. Ce qu'on a fait en 3 ans, on aurait pu le faire peut-être en 10 ou 15 ans sans lever de fonds. Et du coup là, l'enjeu pour 2021 et les prochaines années, c'est de continuer à croître fortement, à devenir une marque de renommée encore plus importante, nationale et surtout internationale, où on n'est pas encore présent dans d'autres pays, et donc arriver à scaler, et de manière assez rapide. J'aimerais bien creuser sur ce besoin de vélocité dont tu parles. Pourquoi aller vite? En fait, en plus t'es hyper jeune, vous avez lancé ça. Ouais. En fait, parce que donc c'est pour ce problème des barrières à l'entrée qui sont très faibles. Du coup, t'as beaucoup d'acteurs qui peuvent te copier, et c'est le cas aujourd'hui. Au début, on était seuls, c'était une analyse de marché qu'on avait vue, et aujourd'hui il y a plein de petits acteurs qui se lancent en France et à l'international sur une alimentation. Alors, du coup, ils vont faire personnaliser, un peu comme nous, premium, digital, avec une expérience client qui essaie de bien faire. Donc en fait t'es juste copié, donc c'est pour ça qu'il faut aller vite. Mais là où je te rejoins, faut pas, en fait, on est quand même une marque avec la barrière à l'entrée que tu peux arriver à construire, c'est la marque. Donc effectivement, au bout d'un moment, si t'arrives à vraiment tout bien faire, ton produit est exceptionnel, ta relation client est exceptionnelle, si ton bouche à oreille devient de plus en plus énorme, parce que voilà, t'as une qualité irréprochable, tu assois une marque, et c'est là la barrière à l'entrée que tu peux créer. Mais en fait, ça se crée pas de suite. C'est exactement le discours que tenait Thomas Hervé dans ce catch-up de Wopilo, que je vous invite à écouter. C'est hyper intéressant. On a pas mal échangé, Jafi, Wopilo, et okay. Je sais que Thomas. Il disait construire une marque, ça prend du temps, point. Quoi. Ouais. Ça prend du temps, et c'est des démarches et des actions itératives. C'est de l'acquisition, de la pub, du réabo, de la communication, puis de la télé, puis voilà. Et il dit, ça prend du temps, quoi, c'est tout, de construire une marque. Et ils sont pas beaucoup plus vieux que vous, en même temps, ils ont 3-4 ans, je crois, je sais plus. Ouais. Ok. Vous avez fait des études de notoriété? On en a vu sur nous, on n'en a pas fait faire, mais je crois qu'on est connu de 5-6% des Français, ça reste, tu vois, ça reste très faible. Possesseur d'animaux, j'imagine. Ouais. Et du coup, donc l'enjeu, c'est de continuer à aller vite. Tu m'as aussi parlé de l'international. Comment est-ce que vous l'abordez pour l'instant, l'international? Donc du coup, l'international, nous, notre vision, elle a rapidement été mondiale, puisque l'opportunité, on voyait que c'était une opportunité mondiale. Donc on veut aller à l'international. On va y aller. On pense y aller d'ici la fin d'année, ouvrir un premier pays. Mais le gros risque, c'est fin d'année 2021. Ouais. Donc au fin de la 4e année. Quel pays? À proximité, quoi. Ouais, qu'on a identifié Espagne, Italie, Allemagne. Sur quels critères? Sur critères de taille de marché et d'appétence client qui sont similaires à la France. Espagne, Italie, c'est toujours à peu près identique à la France. C'est le cas aussi dans le pet food. Allemagne, c'est un peu différent, mais c'est un marché énorme. Donc voilà, c'est un peu les 3 candidats. UK, peut-être un peu plus compliqué, surtout qu'en fait, il y a un gros acteur au UK déjà. Ouais, choisir ses batailles une fois de plus. Ouais, voilà. Et après, il y a les US qui sont le premier marché mondial. À voir quand il va, mais c'est... La prochaine levée de fonds, quoi.
Je sais pas, mais en tout cas, quand tu veux créer une grosse marque, c'est obligé de passer important par là. d'aller dans le plus gros marché, quoi. Tu te souviens du nombre de marques qu'il y avait en France avant votre arrivée? Marque grande digitale. Ouais. Il y en a une qui s'est lancée en même temps que nous. Ok. Et aujourd'hui? Et aujourd'hui, je pourrais pas te dire, je pense que je les connais même pas toutes, mais peut-être qu'il y en a au moins une dizaine petites. Ok, intéressant. Donc l'international, et je t'ai coupé, tu disais, mais il y a un risque? Ouais, en fait, il y a nous les échanges qu'on a eu avec pas mal d'entrepreneurs qui ont créé des marques. C'est vraiment différent quand même que créer une marketplace ou vraiment un produit purement digital. Des marques, des e-commerce, c'est quand même pas facile d'aller à l'international parce que t'as un défocus de ton business, de ton business national. Il y a un risque de défocus et il y en a pas mal qui sont allés une première fois à l'international, qui ont vu que ça marchait moyen, parce que c'est vraiment comme relancer ton business, donc c'est à chaque fois hyper difficile. Et le défocus faisait que ton business national marchait moins bien. Donc il y en a pas mal qui ont fait un premier pas et qui sont revenus. Donc c'est un discours que j'ai entendu pas mal de fois. Et donc nous le conseil, les conseils qu'on nous a donnés et que notre board peut nous donner, c'est vraiment c'est presque qu'il vaut mieux y aller trop tard que trop tôt, quoi. Et il faut y aller au bon moment, et quand on y va, faut être sûr de percer dans le pays où tu vas. Je le prends en note parce que c'est assez sympa. Mieux vaut y aller trop tard que trop tôt, quoi. Je parle, je pense, pour un e-commerce. Après, pour une. Non, mais partir sur de basses scènes quand tu maîtrises bien ton marché, ta home base, ta base. Ouais. Je peux comprendre le conseil et ça a du sens. Ouais, et quand t'as une marque, c'est différent qu'un concept. En fait, c'est pas juste le concept de faire des super croquettes personnalisées par abonnement. C'est dans ton pays, t'as développé petit à petit une marque, donc il y a un gros gage de confiance on vient d'en parler, que t'as développé. Donc ça, c'est difficile tu repars de zéro quand tu le répliques à l'international. Donc c'est différent je pense que de lancer une marketplace ou un réseau social où là c'est plus un concept, tu vois, il y a moins l'aspect marque. Ouais, je comprends, c'est intéressant. Donc un pays limitrophe, on en parlait aussi avec Cyril Valta, le cofondateur de Petit Cube, un épisode qui a dû sortir au moment où celui-ci sortira, si je dis pas de bêtises, et qui avait le même feedback. Il se lance à l'international, il disait en fait les pays limitrophes, Espagne, Italie, principalement en fait un peu méditerranéens, ont la même proximité de culture, ce qui fait que t'as pas besoin de dénaturer ton produit ou travestir ton produit pour aller les atteindre. Intéressant. En termes de distrib, c'est une question que je me posais aussi. Donc c'est du full personnalisé. Il y a un moment où tu vas atteindre un plafond de verre parce qu'il y a quand même le retail physique qui a une importance. Mais du coup, je peux pas personnaliser en physique. Ou alors je fais des catégories, petit chien, grand chien, chien castré comme tu disais, chiot, coureur. Comment est-ce que vous abordez la distribution? Ouais, complètement. Ouais, ça reste près de 90% quand même du marché de l'offline. Donc on y réfléchit. Mais comme tu dis, le produit s'y prête pas parce qu'on fait on fait des croquettes personnalisées. Donc tu peux pas faire en magasin, et deux, c'est de l'abonnement. Donc pour ces deux raisons, on est pour l'instant que sur l'online, que sur notre site internet. On va continuer à faire, je pense, à faire comme ça, mais au bout d'un moment, il faut le voir quand tu atteins un plafond de verre, surtout en acquisition client. Je pense à un moment donné, pour les coûts d'acquisition dans ton marché augmentent régulièrement, parce que tu dois toucher toujours des couches de plus en plus larges d'audience, et donc au bout d'un moment, pour baisser tes coûts d'acquisition, tu dois prendre la décision de faire de l'offline. Et donc on en est encore loin, je pense, mais on réfléchira effectivement comment adapter le produit pour l'offline. Vous avez déjà des pistes? Ça serait, oui, t'es obligé du coup de faire un produit standard. Alors soit si tu restes sur la croquette, tu fais un produit standardisé en gardant la même qualité, 100% sain et naturel, avec une composition irréprochable, en faisant peut-être plusieurs, peut-être une recette chiot, mais vraiment donc pas personnalisée, avoir
à voir à quel point ça dégrade pas trop la qualité. Ou alors, si tu veux pas faire des croquettes, en fait, on vend déjà à nous des friandises pour chiens ou des terrines. On va élargir la gamme, c'est le but. On veut vraiment accompagner le chien tout au long de sa durée de vie. Donc, tu peux lancer des produits annexes sur étagère que tu peux aller glisser sur des... Et qui te servent en acquisition client ou après, derrière, tu ramènes du coup beaucoup plus de monde sur ton site pour la plupart des produits. Ok. Sur ces 3 premières années, est-ce qu'il y a eu déjà... question habituelle, mais vous êtes déjà pris les pieds dans le tapis à un moment? Ouais, plein de leçons déjà. C'est quoi la plus grosse gamelle? L'une des gamelles qui non, mais vraiment t'attire un apprentissage. Ouais, les gros apprentissages qu'on a eu. Donc déjà, c'est le numéro 1 et je pense que c'est pour beaucoup d'entrepreneurs, c'est sur le recrutement. Donc en fait, le recrutement, donc on te le répète et c'est vrai. C'est clé dans la croissance d'une boîte. Alors c'est clé pour plein de raisons. Déjà au début, c'est encore plus clé parce que les premiers collaborateurs vont vraiment définir le socle de ta culture. Donc c'est encore plus important qu'après. Recruter les meilleurs profils aux meilleurs postes, c'est finalement eux qui vont te faire passer toutes les next steps. Et une erreur de recrutement, donc soit quelqu'un qui va pas bien fitter avec la culture, soit quelqu'un qui est finalement pas bon au poste où tu l'as mis, te fait perdre énormément de temps et d'argent aussi dans beaucoup de cas. Donc voilà, il faut passer énormément de temps sur le recrutement et savoir comment bien recruter. Donc au début, on faisait ni l'un ni l'autre, on passait pas beaucoup de temps sur le recrutement, on faisait très peu d'entretiens, un sourcing très faible, on définissait très mal les besoins du recrutement et on savait pas du tout, on savait pas recruter, on s'était pas tellement renseigné sur comment recruter. Donc aujourd'hui on fait un peu mieux tout ça, en tout cas je l'espère. Enfin on le voit, la plupart des recrues on se trompe très peu maintenant et donc c'est un gros insight. Une quarantaine de collaborateurs à date. Ouais. Vous êtes accompagné sur le recrutement? On prend pas pour tous les recrutements, on prend des chasseurs de tête, ouais. Okay. Chasseurs de tête où il y a des startups super. J'ai un ami qui a lancé HireSuite. Je sais pas si tu connais. C'est marrant, on leur parle en ce moment. Ah ok, d'accord. Ouais. C'est top. Ils s'étaient focalisés sur les recrutements tech au tout départ. On a pas mal recruté grâce à eux. Ils font un peu tous les recrutements aujourd'hui. Et ouais, donc soit chasseurs de tête classique, soit c'est startups qui te facilitent le recrutement. L'inside for là, c'est que les premiers recrutements en fait définissent un peu la suite. C'est important en termes d'ADN, en termes de culture, de valeur. Même après, mais vraiment au début, c'est vital. Surtout que plus ta boîte grandit, moins tu fais de recrutement toi-même en direct. Donc tu as besoin d'ambassadeurs de cette culture, de ces valeurs. En plus, c'est ça. Bon, on fait toujours les... Voilà, à 40, on fait toujours le dernier entretien et je pense qu'on le fera pendant longtemps. Le dernier entretien, je trouve ça important. Tu vas pas perdre une demi-heure. C'est pas du temps perdu. Pour t'assurer que la personne... Donc, voilà, c'est juste pour le fit. Aujourd'hui, c'est effectivement les précédents entretiens vont te valider que la personne est hyper forte. Donc plus pour le fit, on fait les derniers entretiens. Et oui, c'est toujours hyper important de continuer à bien recruter. Tu as des personnes... alors, la moyenne d'âge doit être jeune. Ouais, 28 ans. Et toi, t'as quel âge? Moi, j'ai 26. Le plus vieux, à quel âge? 35. C'est dur de gérer des gens plus âgés que toi? Non, du tout. On s'entend tous super bien, il y a une super ambiance. C'est assez familial, donc j'ai pas trop vu de différence. C'est pas évident pour tout le monde. Hein. Ouais, peut-être. De voir parfois recruter dans son équipe des gens qui sont plus âgés, qui ont plus d'expérience, mais c'est souvent un point de friction qu'on peut rencontrer, dont on peut parler. Super. Dernière... alors, encore pas mal de questions, mais le temps file. Vous êtes sur quel techno? Alors, c'est du fait maison? Ouais. Alors, sur mesure, si on peut rentrer en détail dans les outils, c'est du fait maison. Pour une raison principale, en fait, comme notre produit il est personnalisé, tu le construis sur le site, on pouvait pas faire avec un Shopify ou autre plateforme. Donc c'est du fait maison. On a une équipe. Je t'arrête. On peut, mais vous avez fait ce choix.
Alors, en rentrant dans les détails au début, tu peux, mais du coup, tu codes énormément sur la plateforme, que tu vas prendre. Donc d'un, ça sera finalement moins bien fait que du coup si tu le fais maison. Et de deux, si tu commences il aurait fallu recoder une grosse partie de ton Shopify ou autre, et autant du coup faire tout from scratch. C'est le parti pris qu'on a pris, et ça a été on voit que ça a été un bon choix, parce que finalement c'est une petite barrière à l'entrée de tech aujourd'hui qu'on a sur notre produit, et t'es un peu plus flexible, même si aujourd'hui on a 6 personnes à la tech, donc tu dois avoir une certaine équipe. T'es plus flexible. Pour scaler, t'as des performances un peu meilleures, mais je suis d'accord que, moi, le conseil que je donne, c'est si tu peux prendre un Shopify au début, banco, vas-y, tu tireras beaucoup plus vite, ce sera beaucoup plus simple, t'auras besoin de moins de recrues. Chaque besoin est différent, évidemment, et c'est en fait le dilemme que vous avez rencontré, enfin la question en tout cas que vous avez rencontrée, c'est est-ce que je tords un outil existant ou est-ce que je construis, et donc est-ce que le temps perdu c'est à tordre, ou le temps perdu c'est c'est pas perdu d'ailleurs, mais c'est à construire la base avant la torsion. Mais c'est intéressant, c'est une question qui se pose régulièrement. Oui, parce que la plupart des e-commerce, mais du coup, prends une plateforme. Et c'est comme ça depuis le début ? Ouais. Et vous aviez levé pour faire cette première version ? Ou vous aviez les ressources en interne ? Non, mon associé et moi, on a juste appris sur le tas, et on a fait le... Vous avez, école de commerce, donc développé la première... Ouais. La première version. Mais après, on aurait pu prendre des gens, mais du coup, ça demandait pas mal d'argent et de ressources. Et du coup, quand on avait un peu de temps, on était à l'école encore. On a fait, donc mon associé, lui, fait plus le marketing, design, graphisme, tout ça. Il fait ça hyper bien. Donc il gérait ça. Et moi, je me suis mis à coder. Du coup, je faisais tout le code donc on a fait la première version du site à 2, et elle a duré pas mal de temps, près de 2 ans, et encore aujourd'hui, après, comme on était amateur, des professionnels ont dû repasser sur cette version, mais c'est comme ça qu'on s'est lancé. Ouais. C'est drôle quand même, parce que donc vous n'êtes pas de formation, vous n'êtes pas des développeurs. Non. Et tu te dis, notre produit, vaut mieux pas prendre un produit sur étagère parce qu'il y a trop de particularités, donc vaut mieux le développer. Donc j'apprends à développer, je le développe, et ça a tenu 2 ans. C'est quand même une belle prouesse. Et n'étant pas développeur, c'est marrant d'avoir fait ce choix de dire je vais apprendre pour développer ma propre, plutôt que de prendre un produit sur étagère que je vais tordre un peu. C'était un peu complexe le départ, et on voulait pas, on n'avait pas d'argent, on voulait pas faire on avait du mal à faire le produit autrement, et finalement tu peux aujourd'hui tout apprendre sur internet, donc voilà, on a fait. Tout à fait. T'as fait une école, t'as fait comment d'ailleurs pour apprendre à coder? Non, une école en ligne ou des cours ou Non, sur internet juste. Ok, intéressant. Donc vous êtes toujours sur un produit sur mesure avec du développement en interne ou en externe avec une agence aujourd'hui? On fait tout en interne. Technique est en interne. Équipe tech en interne, les graphistes en interne. Ouais. Et l'univers de marque, pareil, c'est de l'interne? Ouais. On a un directeur de marque. Vous avez un directeur de marque? Ouais. C'est un directeur créa ou c'est un directeur de marque? Quel est l'intitulé de ton poste? Nous, le marketing, on le scinde en 2. On a un head of acquisition, directeur de l'acquisition client, vraiment juste chiffres, qui va faire rentrer des clients, mais qui gère pas l'image de marque. Et ensuite, on a un directeur de marque. C'est intitulé, c'est head of brand. Ok, c'est intéressant. Alors que vous êtes seulement une quarantaine. Il est là depuis combien de temps? Ouais, alors on est en train de changer, mais c'était le premier CDI, donc c'était pour nous très important. Le premier recrutement que vous avez fait, c'est le Head of Brand. Ouais. Parce que ton associé, tu m'as dit, était plus produit et marketing. Ça complétait une équipe. C'est marrant que mon premier recrutement, le Head of Brand pour une DNVB, une startup. Ouais. Mon associé, il gérait bien ça, mais en fait, c'était, qu'on ait une marque. Bien plus qu'un e-commerce, c'est pour nous hyper important d'avoir une marque léchée, et donc ça, depuis le début, on essaie d'avoir une super marque, et ça, en fait, ça aide l'acquisition, et tu te différencies complètement avec un super marketing. Bon, après, est-ce que c'est le meilleur conseil de le faire, que ce soit la première recrue?
Je sais pas, mais en tout cas au tout début, parmi les premières recrues. Non, mais tu veux être une DNVB qui compte sur une verticale particulière. On l'a dit un peu plus tôt, il est tellement difficile de construire sa marque qu'il est jamais trop tôt pour poser les éléments de ta grande plateforme, de ta plateforme de marque. Et du coup, de recruter, c'est votre choix, mais en premier employé, ce directeur de marque, avec une vision long terme qui est de dire on va devenir une marque de référence dans la pet food. Ça se défend comme histoire, tu vois. J'entends, je comprends, c'est intéressant. Je trouve que c'est un peu bold comme choix d'avoir appris à développer et recruter un directeur de marque dès le début. Ouais, c'est hyper intéressant. On l'a recruté, on était en train de faire la première levée, on savait qu'on allait avoir de l'argent. Cool. Sur la partie CRM et Analytics, alors vous utilisez quoi? Là, donc gros débat interne. Au début, on avait juste pris Mailchimp sans vraiment d'analyse. Et là, donc on avait des gros besoins CRM. Et donc après une belle analyse, on a pris un CRM expert en freelance. On est en train de passer sur Splio, qui est une nouvelle, c'est une pépite française du CRM et donc on a pas mal hésité avec Klaviyo, qui c'est régulièrement recommandé sur ton podcast. Ouais. Et apparemment Splio mais de meilleur peut mieux correspondre aux besoins de pas mal d'e-commerce. Et je crois qu'ils sont dans le 2e arrondissement. Donc. Ouais, et en plus grosse proximité avec les équipes. Et je crois que ça marche assez fort. Donc voilà, Splio. Ouais, alors tu dis une petite pépite, mais c'est déjà une belle boîte, hein. Mais oui. C'est vrai qu'on l'aborde pas souvent sur le panier. Splio.com. Très bien. Vous êtes fait accompagner d'un freelance expert CRM. Ouais. C'est un sujet le CRM, c'est marrant parce que d'un client à l'autre, le CRM n'a pas la même définition d'un sujet à l'autre. Ouais, c'est hyper important. Ouais. Pour l'onboarding client, l'expérience client et l'acquisition client, c'est hyper important. Donc on n'avait pas encore de CRM en interne. On est en train de recruter un CRM manager. C'est quoi la définition de son poste? Gestion de tout, enfin tout le CRM quoi. Je pourrais pas te dire en détail, c'est mon associé qui gère le marketing. Ok. Mais enfin tout le CRM, tu vois, le PRM, donc la gestion des prospects, donc toutes les relances pour l'acquisition client, et après gestion donc ton head of acquisition fait rentrer des gens dans le tunnel, et ton head of CRM ou ton chief CRM, je sais pas quel est son nom, ce sera de les travailler, de les nurturer. Ouais, voilà, pour améliorer l'acquisition client. Et après, une fois que t'es client, il y a un énorme boulot de CRM. Enfin, déjà onboarding, que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de soucis, que le chien mange bien les croquettes. Il y a un petit souci, tu peux changer de parfum. Enfin, on a un espace membre hyper développé où tu peux le menu est hyper flexible, tu peux tout changer. Donc, faut vraiment faire un super onboarding. Et après, dans la relation avec l'abonné, tu peux lui vendre, lui montrer tous les produits, les upsells que t'as. On est en train de développer de plus en plus de conseils pour les parents de chiens, donc avec un blog, plein d'articles, c'est ce genre de choses que tu pousses, mais de manière personnalisée sur ceux qui ont un bulldog français, pourquoi ils digèrent moins bien quand ils sont chiots, tu fais un article dessus, tu le pousses, voilà, ça. Il y a un gros besoin CRM. Super, parce que comme ça, la transition est parfaite vers le dernier point que je voudrais aborder, c'est le marketing et la communauté. Quels sont tes principaux leviers actuellement d'acquisition? Facebook, Google, pour l'acquisition de trafic, il y a pas. Alors ça n'a pas toujours été le cas. Aujourd'hui, c'est Facebook, Google. Facebook, c'est l'univers Facebook. Ouais, et Instagram complet. Ouais. Quand tu scales, t'es un peu obligé de passer par ces deux GAFA. Et en fait, au début, c'était pas le cas. Et c'est plutôt un bon conseil qu'on peut avoir pour des DNVB qui se lancent. C'était sur l'influence qu'on a fait toute notre première croissance. En fait, donc c'est génial pour deux raisons. D'abord, donc les premiers jours de Jafy, les premières semaines, on faisait que de la micro-influence. Donc tu paies un influenceur pour qu'il fasse un post Instagram ou une story, tu le paies juste avec ton produit. Tu donnes rien de plus. Vous utilisiez une plateforme pour ça ou vous faisiez en direct? Ouais, en direct, tu bombardes, t'envoies plein de messages à des comptes que tu identifies. Tu peux faire avec une plateforme à tester, mais pour nous ça marchait hyper bien déjà de faire comme ça. Donc ça te coûte juste le produit, et micro-influenceurs, c'est des influenceurs qui vont aller jusqu'à
max 100, 200 000 followers maximum, mais c'est beaucoup de. Bah, en France, c'est déjà beaucoup. Ouais. Mais si le max, ça tourne autour de 5-10 000. Ok, oui, pardon. Donc tu leur envoies le produit et en fait pour le début c'est génial parce que déjà c'est l'acquisition client la plus rentable. Enfin faut pas que t'aies un matelas non plus, mais faut que t'aies un produit qui coûte pas cher. Ça te fait de l'UGC puisque t'as User Generated Content, c'est ouais. du contenu créé par l'utilisateur et qui est éventuellement réutilisable par vous. Bah ouais, complètement réutilisable en pub Facebook, en CRM, même sur le site. Donc ça, c'est génial encore plus au début quand t'as personne en interne. Et après t'as des super retours. Ça devient des clients ces gens. Donc déjà ça te fait de l'acquisition client et t'as des super retours produits. Donc d'abord croissance via la micro-influence et après énorme croissance via la macro-influence. Donc là c'est les influenceurs qui ont plusieurs millions de followers, d'abonnés. Et là ça c'est assez fou parce que sur Instagram ça marche pas des masses la macro-influence. Les gros influenceurs quand ils vont faire donc par exemple Nabila, l'une des plus connues. Donc, nous on l'a fait énormément parce qu'elle a un chien. Et donc et là c'est plus du produit que ça coûte, mais c'est du. Et là t'es obligé cash, ouais, tu payes quelques milliers d'euros la story ou le post. Et donc ce qui est dingue, c'est que tu testes sur Instagram, tu lui fais faire une story où elle parle des croquettes Jaffy qu'elle donne à son chien avec l'URL. Ça marche pas super bien en Insta Story, alors que sur Snapchat elle va faire la même story avec le même lien et ça peut marcher jusqu'à 10 fois mieux qu'en Insta Story. Et et tous ceux qui font de la macro-influence constatent cela. Donc je sais pas, Snapchat on nous a toujours dit c'est un peu la base de la vente en influence. Et donc nous on a fait vraiment toute notre première croissance que sur cette macro-influence. Parce que en fait c'est hyper simple, tu payes on n'avait même pas de head of acquisition au début, tu payes un influenceur qui va te faire la story, t'as une rentabilité incroyable, bien meilleure que Facebook, Google. Donc d'un c'est simple, de deux c'est bien plus rentable et sans assurance. Enfin, t'as une rentabilité, ça, je pense que ça dépend des produits. Vous avez eu la chance et je pense que ça marche pour beaucoup de gens. Ouais. T'as pas l'assurance au début quand tu payes tes 10 000 euros ta story ou 1 000 euros la story que tu vas vendre derrière, quoi. Bah, ouais, faut le tester. Effectivement, je pense qu'il y a des produits qui sont pas faits pour l'influence. Mais donc faut le tester. Tu fais un ou deux influenceurs. Comment t'approches, Nabila? Et il y a des agences. Tu tapes sur Google. Il y a 2-3 agences d'influence qui trustent un peu tous ces influenceurs. Tu les contactes juste. Ils se prennent une commission, mais c'est comme ça que ça marche. Et du coup, ouais, c'est pas, t'as pas l'assurance. En fait, aujourd'hui, on en teste toujours des nouveaux influenceurs. Tu le testes, tu sais pas si ça va marcher ou pas, mais ça vaut largement le coup de tester parce que quand t'en as un qui marche, en fait, le vivier semble inépuisable. Il y a des influenceurs, on les fait toujours des dizaines de fois. Ils ont fait une story et en fait, ils sont suivis par tellement de personnes qu'à chaque fois, t'as des nouvelles personnes qui les voient. Et même, ils ont une audience qui se régénère régulièrement. Donc ça, une fois que t'en as un qui marche bien, ça continue à super bien marcher. C'est quand même fou. J'avais ce débat avec des potes à moi qui sont des vieux cons, je peux le dire, mais on a l'âge. Et justement, on disait que ce marché de l'influence est quand même assez incroyable. Et je répondais simplement que ouais, mais ça vend. Tu vois, ça vend derrière, quoi. Oui. Attends, je résume. Vous êtes parti avec de la micro-influence, donc des influenceurs qui ont quelques centaines, milliers, dizaines de milliers de followers. En les contactant en direct sans passer par une plateforme, vous leur offrez des produits, un petit mot, j'imagine, personnalisé. Espérons que c'est un moonshot, quoi. On espère que ça va marcher, c'est ça? T'étais pas sûr qu'ils allaient poster, il y avait pas d'accord avant? Non, mais là, enfin bon, tu fais un suivi, la plupart postent. Gros impact. Ensuite, vous passez sur des influenceurs macro, dont plusieurs millions de followers. Vous passez par des agences pour les convaincre. Ouais. Quelques milliers, dizaines de milliers d'euros par post, j'en sais rien. Tu as dit quelques milliers tout à l'heure, je le répète. Ouais, plutôt quelques milliers quand même. Mais c'est des posts, c'est des stories. Alors, tu as le choix, mais ce qui marche le mieux, c'est story, Snapchat. Ok, donc vous testez d'abord sur Insta. Non, vous testez les deux en même temps, mais en tout cas, tu peux faire les deux. Okay. T'as dit que Snap était jusqu'à 10 fois plus gros en termes d'impact. Ouais. Okay. C'est dingue, les gens sur Snapchat achètent. Avez-vous testé TikTok ou pas encore? Ouais, on fait 2-3 trucs sur TikTok. Aujourd'hui, on n'est pas. T'as un premier insight?
Non, je pourrais Sur pas. ces premiers tests. Ouais, je pourrais pas te dire. Parce que l'âge moyen grandit, je sais pas comment on dit, augmente sur TikTok. Il y a des options d'achat. C'est pas tant le souci. Sur Snapchat, c'est très jeune aussi, mais en fait, nous on voyait que c'était des enfants qui voyaient la story et finalement ils faisaient acheter à leurs parents. Donc c'est pas un problème. Et je pense sur TikTok, c'est un peu le même cas. Après, on n'est pas encore expert TikTok. Hein, et on n'a pas testé de répliquer ça sur TikTok. Vous entendrez bientôt sur ce podcast. Alors putain, je m'avance et c'est pas encore enregistré. Je devrais jamais faire ça, mais alors une personne de la Redoute, ils ont fait des opérations incroyables sur TikTok où ils ont fait 200-300 millions de vues avec une approche qui était de dire on va toucher des plus jeunes qui sont pas c'est pas eux qui ont la carte bleue, mais qui sont ambassadeurs auprès de leurs parents, tu vois, prescripteurs. Toi, t'es dans un métier où tu peux pas utiliser ce genre de levier puisque voilà, de facto il y a aucun. Enfin, donc t'es obligé de toucher l'acheteur final. Mais cet insight est hyper fort que voilà, sur Snap il y a de l'achat, quoi, ça marche. Ouais, c'est dingue. Ouais. Ok, cool. Tu m'as dit que ton cœur de cible c'était 25-30, les pet parents, ouais, c'était ça le terme. 35, ouais. Où est-ce qu'on les retrouve encore? On a dit Snap, un peu Insta, Facebook. Est-ce qu'il y a... non, je suis sur les réseaux sociaux en général. Ok. Dernière question et on a fait un super tour, c'est génial, t'as été très transparent, j'adore. Ton enjeu, c'est de gagner des abonnés. Comment est-ce que tu travailles ta base pour éviter le churn, justement? Tu connais ton churn au bout de 3 ans, j'imagine. Ouais. Donc, on n'en a pas parlé, mais nous, il y a une dualité chez Jafi, c'est 1, l'acquisition et 2, la rétention. Donc, c'est les 2 gros leviers qu'on travaille. Acquisition, donc voilà, on a un peu parlé. Et rétention, évidemment, c'est l'un des facteurs, si ce n'est le facteur du succès de Jafi. Et donc, on travaille énormément la rétention. Donc, il y a plusieurs travaux. Il y a d'abord le produit en lui-même. Enfin, c'est la base. Il faut que les croquettes plaisent au chien, elles soient bien digérées par le chien, que t'aies pas de soucis de livraison, pas de soucis logistiques. Enfin voilà, il y a plein de choses qu'on a amélioré petit à petit. Et donc c'est parce que t'as un produit que tes clients adorent qui vont rester. Donc ça c'est la base. Et après il y a pas mal de de choses à faire. On a un directeur de la rétention et de la satisfaction client. Et donc acquise, CRM, rétention, ça c'est presque dans ce sens, quoi. Entrée de tunnel, milieu de tunnel et bas de tunnel. Ouais. Ok. Et donc on essaie d'anticiper les problèmes aujourd'hui où on contacte le client, on les appelle. Donc ça, on a fait pas mal de tests. 12 000 abonnés, vous passez combien d'appels par mois? Pas mal. Aujourd'hui on a 5 personnes au service client qui appelle. C'est pour prendre des nouvelles. Alors on fait plusieurs choses et on a plein de projets en tête. D'abord c'est pour la rétention, en fait il y a plein de clients qui vont avoir un petit souci isolé. Enfin en fait ces gens sont les experts en nutrition canine. Mais un problème qui leur a été signalé, c'est de l'inbound ou de l'outbound, pardon, c'est ça ma question. Ils répondent à un input utilisateur? C'est du SAV ou tu veux proactif? Salut, je suis Marc de Jafi, comment ça va? On fait les deux, on teste les deux. Et on n'est pas, donc c'est encore en évolution et on fait les deux. Mais donc tu vois, t'as le moindre souci sur ton chien, il a un problème. Tu prends rendez-vous avec l'un de nos experts en nutrition et on te résout le problème. Et en fait, on a vu que c'était game changer sur la rétention, le fait d'avoir un service téléphonique comme ça et ce qu'on compte faire. Donc là, ce qu'on va tester ces prochaines semaines, c'est carrément de mettre un vétérinaire à disposition pour nos abonnés. Et donc, parce qu'on n'arrive pas à résoudre tous les problèmes clients, t'as à peu près 10% de nos désabonnés. Ils nous disent, ah mais mon vétérinaire m'a conseillé autre chose ou c'est pas ce qu'il m'a dit par rapport à ce qu'on lui dit. Et donc donc nous on sait que les vétérinaires sont pas forcément experts en nutrition. Donc on est sûr de ce qu'on dit, mais dans l'imaginaire public encore,
le vétérinaire, c'est l'expert en chien. Et donc on a besoin pour ce gage de confiance, en fait, et gagner finalement en rétention, d'avoir un vétérinaire en interne. Et donc, on va tester une relation avec nos abonnés, avec un service vétérinaire en libre service, voire, on va la B-tester, voir ce que ça apporte sur la rétention, sur l'image de marque aussi. Je pense que ça apportera pas mal sur l'acquisition. François, merci infiniment. C'était passionnant et j'avais jamais encore abordé cette verticale et ces problématiques, ces challenges. Je suis très heureux d'avoir creusé avec toi ce sujet. Merci. Merci à toi, Laurent. C'était un plaisir. Merci à vous tous. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter sur lepanier.io. Je vous souhaite une très bonne fin de journée ou une très bonne journée si elle ne fait que commencer. Et puis je vous dis à bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causavostra.com. À bientôt.